Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture, avec les derniers livres que j'ai lus à la maison et les premiers livres que j'ai terminés après mon emménagement dans cet appartement. Donc on est autour de la mi-mars, voire à la fin mars. En fait, à l'heure où je filme, j'ai quasiment rattrapé, c'est-à-dire qu'à l'heure où je filme, j'ai pas de quoi tourner un autre update derrière. Mais à l'heure où ça sort, je suis en retard encore. Vous voyez, il y a encore beaucoup de décalage entre le moment où je filme et le moment où la vidéo sort. Mais je commence à en voir le bout et on est sur un plutôt bon update lecture. On a 3 très très bonnes lectures. Mais on va quand même commencer par un petit échec parce que sinon c'est pas drôle. Et donc l'échec en question, c'est Drame en 3 actes de Agatha Christie. Je l'avais remis dans la pile de mars. En fait, je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel elle les a écrits et publiés. Surtout publié la première fois, vraiment dans l'ordre de la première édition de ces histoires. Et celui-ci, je l'ai tenté il y a quelques temps, parce que c'était celui auquel j'en étais et qu'il fallait que je lise, etc. J'ai pas accroché, j'ai pas réussi, ça a commencé. Donc je l'ai reposé dans ma palle, et puis j'ai continué à lire les Agatha Christie qui sont sortis après. Et là, j'ai tilté que ça fait des mois qu'il est là, qu'il traîne, qu'il attend, et que je l'ai toujours pas lu en fait. Donc je l'ai remis dans la palle de mars pour le retenter. Et j'ai pas laissé mon marque-page, mais j'ai dû lire à peine une vingtaine de pages parce qu'en fait, je n'arrive littéralement pas à le lire. C'est-à-dire que je lis les phrases, je lis les mots, mais je comprends pas ce qui se passe, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens dans ma tête. Je suis incapable de vous résumer l'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les pages que j'ai lues parce que mon cerveau est dans l'incapacité d'intégrer les informations qu'on lui donne. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est comme si je lisais dans une langue étrangère. Mais une langue étrangère dont je n'ai aucune notion. Tu vois, parce que si je lis en anglais, je ne vais pas tout comprendre, mais je vais être capable de... Vous voyez, si je lis en français, en espagnol, bon, si je lis en français, ça va. Mais si je lis en espagnol ou même en portugais, je peux avoir quelques mots, je peux avoir une notion. Là, c'est comme si je lisais en allemand. J'ai jamais fait allemand de ma vie. Ou c'est comme si je lisais en, je sais pas, en pakistanais, je sais pas si ça existe, mais enfin genre... Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Et c'est la deuxième fois. La première fois, ça m'avait fait la même chose. Je m'étais dit, bon, c'est pas le bon moment, je verrai plus tard. Et là, je le reprends et c'est comme s'il y avait un truc qui brouille, genre un espèce de film flou sur le texte qui fait que je n'arrive pas à le lire. Donc, je ne peux pas vous résumer le livre. Et derrière, on n'a pas un résumé, on a une citation. Donc, je vais vous lire ce qui a marqué derrière parce que vraiment, je ne suis incapable de... Je ne sais pas. Et on peut pas dire que c'est le style de l'autrice parce que j'ai lu plein d'autres Agatha Christie et ça ne m'a jamais fait ça. Mais vraiment, celui-là, je n'ai pas d'explication à vous donner. Voilà. Donc, ce qui a marqué sur la 4e de couverture, on y va. Donc en fait, c'est un dialogue. Donc je vais essayer de... je vais vous lire le dialogue, quoi. J'ai oublié un invité, il n'en serait pas du tout flatté. Ce type est l'homme le plus vaniteux que je connaisse. Qui est cet individu, si épris de sa personne? Un drôle de citoyen, mais un homme célèbre. Vous le connaissez peut-être de réputation. Hercule Poirot, c'est un Belge. Le détective, c'est en effet un personnage remarquable. J'espère, Charles, que pendant cette fin de semaine, nous n'aurons pas de crime à déplorer. Les aventures... Vous voyez là, j'ai lu une dizaine de lignes, et je sens que je continue à lire, mais que mon cerveau ne traduit plus ce que je lis en événements. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais lire les mots, mais ça reste des mots pour mon cerveau. Là, j'ai compris, ils ont oublié d'inviter Hercule Poirot. Mais je sens que la phrase d'après, mon cerveau, il va pas en magasin. Je sais pas comment, vraiment, c'est très bizarre. Bref. Les aventures vous arrivent sans que vous alliez au loin les chercher. Certaines personnes semblent vouées aux accidents et aux naufrages. Il en va de même pour les individus du genre de votre Hercule Poirot. Ils n'ont pas besoin de courir après le crime. Le crime vient à eux. En ce cas, mieux vaut en effet que nous ne soyons pas très à table. Eh bien, libre à vous d'avoir votre meurtre si vous y tenez, à condition toutefois que le cadavre ne soit pas le mien. Éclatant de rire, les 3 hommes entrèrent dans la maison. Voilà. Vraiment, je vais m'arrêter là parce que je sais pas quoi ajouter. Ensuite, j'ai lu Charme, donc le tome 2 de Contes des Royaumes de Sarah Pinborough, et franchement, j'ai adoré. J'ai mis le tome 3 dans ma palle d'avril, à l'heure où je parle, je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Vraiment, j'adore cette saga. Et en fait, on est dans le même univers, c'est-à-dire qu'on a le tome 1 qui est Poison, et qui est donc la réécriture de
Blanche-Neige. Donc en fait, Blanche-Neige, c'est un royaume avec le roi qui est parti, la belle-mère, la méchante reine, etc., etc. Et donc Blanche-Neige qui est la princesse du royaume. Et ici, on a un autre royaume avec le prince qui va être le prince qui organise le bal de Cendrillon, etc., etc. Mais les deux royaumes sont en fait des royaumes voisins. Ça fait un peu comme dans un monde de fantasy où t'as des royaumes les uns à côté des autres et des guerres, des rois et des reines en guerre les uns contre les autres. Vous voyez, c'est exactement ça. Moi, je pensais que c'était des univers vraiment totalement séparés et c'est pas le cas. Et à l'inverse, ils sont même extrêmement bien imbriqués l'un dans l'autre. C'est assez ouf. Bref, donc ici on est sur une réécriture de Cendrillon. C'est visible bon, bah, à la couverture. Je vais essayer d'éviter de bouger le livre parce que ça fait pas mal de reflets. Donc en gros, on suit Cendrillon. Son père est toujours en vie. Vraiment, je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle est là. Je vous laisse identifier les différences avec le conte qu'on connaît parce qu'il y en a pas mal quand même. Donc voilà, elle vit avec son père et sa belle-mère. Sa belle-mère a quitté son mari, et donc le père de ses deux filles, parce qu'il n'était pas très gentil, on va dire ça comme ça. Mais elle a renoncé à une vie de luxe, à une vie de noble, en fait, par amour pour le père de Cendrillon. Donc ils se sont mariés, ils vivent dans une petite maison, etc., etc. Il y a une de ces deux filles qui est partie, qui s'est mariée, qui a une belle vie, avec elle fait un beau mariage et tout va bien. Et l'autre vit toujours avec eux, et donc Cendrillon, la fille du nouveau mari de cette femme, vit avec eux. Ça se passe plutôt bien en vrai, il n'y a pas de mauvaise relation entre eux, etc. Si ce n'est que, bon bah c'est quand même Cendrillon qui fait globalement toutes les tâches ménagères, qu'on est en plein hiver qui fait genre froid, mais genre vraiment froid, très froid depuis des semaines, des mois, que ça devient compliqué de se chauffer et de se nourrir, et le prince du royaume annonce qu'il organise un bal où il invite toutes les jeunes filles à marier. C'est même 2 bals qu'il va organiser. Et voilà, il invite toutes les jeunes filles à marier pour trouver sa femme. Voilà, classique. La petite famille met tout en œuvre pour que la belle-sœur de Cendrillon, c'est comme ça qu'ils l'appellent, trouve une robe, enfin 2 robes du coup. Ils mettent, ils font les fonds de tiroir pour trouver une robe pour qu'elle y aille, etc., etc. Il n'est pas question que Cendrillon aille au bal, donc bon, bah, elle va pas au bal. Mais bon, Cendrillon va aller au bal, sinon il n'y a pas d'histoire, vous le savez comme moi. Mais donc voilà, c'est ça qu'on suit, ça met quand même pas mal de temps à se mettre en place. Et en fait, pour moi, c'est ça aussi la force de Sarah Pinborough, parce que moi, j'hésite pas à abandonner un livre au bout de 50, 60, 70 pages. S'il se passe rien, si je m'ennuie, si ça me fatigue, j'arrête. Là, on parle d'une histoire que je connais. La trame de l'histoire globale, je la connais, c'est l'histoire de Cendrillon, tu vois. Et ça met 100 pages, bien 100 pages, à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a 100 pages avant le premier bal, tu vois. Donc, j'aurais pu être en mode, je m'ennuie, il se passe rien et tout, il se passe pas grand-chose. Mais il y a quand même quelques petits éléments. Et il y a aussi et surtout le fait que les personnages sont attachants. Genre Cendrillon, c'est pas ma princesse préférée de Disney. Moi, je suis pas très princesse, tu vois, dans les Disney que j'ai pu voir quand j'étais petite. Mais là, le personnage ici de Cendrillon, bah je l'aime bien. Je me suis attachée à elle, je la trouve cool, et j'ai envie de voir comment elle va vivre cette histoire que moi je connais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, je trouve ça hyper cool. Et aussi, plus tu avances dans le livre, et plus tu vois les espèces de mini connexions qu'il y a entre ce tome 1, enfin ce tome 2 pardon, et le tome 1, justement les connexions entre l'univers de Blanche-Neige et l'univers de Cendrillon ici. Et vraiment, j'ai trouvé ça ouf. Et vraiment, je crois que j'ai dit en vlog la fin. En fait, je m'en veux parce que j'aurais dû voir venir ce reveal final. J'aurais dû savoir que ça allait être ça. Enfin, c'est évident. Et en même temps, bah, je ne m'y attendais pas. Bref, j'ai adoré ce tome 2. Ensuite, juste avant de déménager, vraiment c'est le dernier livre que j'ai terminé dans la maison la veille ou l'avant-veille du déménagement pur, donc c'est Midnight Texas, Simple Mortel, Passez votre chemin de Charlotte Harris. Et là pareil, il se passe pas des masses de choses, on est sur une narration lente, presque contemplative, mais c'est extrêmement immersif. Et peut-être que je l'ai lu au bon moment parce que j'avais beaucoup de choses en tête à ce moment-là et que un livre avec beaucoup trop de rebondissements je l'aurais pas suivi, mais en tout cas franchement en fait, j'ai adoré l'ambiance. Donc ici on suit Manfred, c'est ça.
Manfred Bernardo, on le connaît si on a lu l'autre saga de l'autrice qui est Les Mystères de Harper Connelly. Donc dans Les Mystères de Harper Connelly, on suit Harper Connelly et Manfred est un de ses amis, un de ses proches, on va dire, à qui elle fait appel. Manfred tient une espèce d'entreprise par correspondance et par internet principalement, où il vend ses dons de voyance. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais là on n'est pas dans un contemporain. C'est-à-dire que ça se passe au Texas, évidemment, il va emménager dans cette nouvelle maison au Texas, c'est une toute petite ville, une espèce de petit bourg, tu vois, où il se dit, comme ça je serai tranquille, personne ne viendra m'embêter, on sait pas trop pourquoi il déménage et pourquoi il emménage là, mais c'est pas la question en vrai. Et donc voilà, il emménage là, et par internet, par correspondance, il vend ses services. Moi j'y crois pas à tous ces trucs et à toutes ces choses, mais ce qu'il va découvrir à Midnight est surnaturel. Et donc en fait, même si on est ancré dans le monde réel parce que c'est une ville, on est au Texas, tu vois. Premièrement, je sais pas réellement si cette ville existe, c'est pas comme si on était à New York, vous voyez ce que je veux dire. Et deuxièmement, vraiment avec ce qui se passe dans cette petite bourgade, on n'est pas en contemporain, on est clairement en fantastique. Donc, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais dans un contexte de fantastique, parce qu'on est en fantastique, j'arrive à me dire, ok, il a vraiment des dons. Mais dans la réalité, c'est pas possible. Vous voyez? Bref, et donc voilà, on le suit, il s'installe là, il veut être un peu tranquille, faire ses trucs de son côté et tout, il va faire quand même un mini effort de sociabilisation et de rencontrer les habitants qui sont là. Il y a le diner du coin, une espèce de d'onglerie, droguerie, c'est chelou mais bref, et un antiquaire, on se demande comment il fonctionne encore, mais bon bref. Et voilà, on va rencontrer tous ces personnages avec vraiment comme un espèce de tour de toutes les créatures surnaturelles possibles. Alors elles ne sont pas toutes non plus, mais il y en a quand même 2-3, tu vois. Et donc voilà, il s'intègre dans cette communauté-là et on le suit. Et à Midnight, au-delà du fait qu'il y a des choses pas très naturelles qui se passent, il y a une jeune femme qui a disparu il y a quelques temps, qui est partie. Il y a quelques temps, on ne sait pas où elle est allée, on ne sait pas. Et on va en apprendre, par hasard, on va en apprendre plus sur où elle est partie, où elle a été, qu'est-ce qui lui est arrivé. Vraiment, on ne cherchait pas forcément à savoir, tu vois, mais les habitants vont en apprendre plus sur cette histoire et ça va débouler sur un truc, mais sorti de nulle part. Presque une enquête où, en fait, pour une fois, on ne suit pas les gens qui mènent l'enquête, on suit les gens qui essayent de cacher des informations sur leur ville, surnaturelle du coup, aux gens qui enquêtent, sans paraître suspect. Ah, c'est très technique. Non, vraiment, c'est très technique. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc, c'est un tome 1, il me semble. Il faut que je trouve la suite. Sauf que là, j'ai pas commandé le livre depuis un moment. Il faudrait que je me fasse une commande, mais c'était pas non plus la priorité ces dernières semaines. Mais ouais, il faudrait que je reprenne, que je fasse un petit point sur ce que j'ai lu ces derniers temps, ce que j'ai commencé, les suites de saga que j'aimerais avoir, etc., même en BD. Et ça, franchement, il me faut la suite parce que c'était vachement bien. Et vraiment, la couve, elle est, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est flippant. Et enfin, le dernier livre, du coup c'est le premier que j'ai terminé dans cette maison. J'aurais bien aimé le finir avant le déménagement, mais j'avais tellement de trucs en tête que je n'arrivais pas à me concentrer sur cette lecture. Et donc c'est Hybride, le tome 3, la source des rêves, pardon, de Gwendoline Vervel. Et franchement, j'ai adoré ce troisième tome. Je pense que le premier tome de la trilogie reste mon préféré parce que ça a été une telle surprise de trouver une saga young adulte fantastique comme ça, que j'adore et qui est à la fois originale et en même temps dans la lignée des autres trilogies de fantastique ou même de dystopie young adulte. Enfin, donc en gros ici on suit toujours Margot. Dans le tome 1 elle rentre de son internat depuis qu'elle a 6 ans, donc là ça fait 10 ans puisqu'elle en a 16 au début du tome 1. Depuis qu'elle a 6 ans elle vit dans un internat, elle fait ses études là-bas et elle ne rentre pas chez elle, elle n'a pas de contact avec ses parents, avec sa famille, avec sa mère, avec son père, elle n'a pas de contact. Elle rentre juste 3 semaines l'été, tous les ans, et le reste du temps elle est en internat sans aucun contact. Et là l'été arrive, elle rentre chez elle et elle va découvrir que cet été est particulier. Elle a 16 ans et c'est un âge particulier
pour elle, même si elle en a aucune conscience, et elle va découvrir les vraies raisons de son isolement, les vraies raisons de pourquoi on l'a envoyée en internat, ce qui s'est passé quand elle avait 6 ans. Elle a des vagues souvenirs, mais elle avait 6 ans, donc en vrai, c'est flou, et elle n'est pas sûre de pouvoir faire confiance à ses souvenirs, et en même temps, les personnes qui pourraient l'aider à se rappeler, bah, c'est ses parents, et c'est pas forcément fun entre eux. Et voilà, et puis elle va découvrir toute une part de surnaturel. Elle est hybride. Voilà. Et franchement, j'ai adoré. Et l'univers est vraiment dingue en vrai. Et j'avais peur de la facilité. Vous voyez, du truc de le personnage principal, on est dans un univers surnaturel, dans un univers fantastique, et le personnage principal est dans cet univers déjà fantastique, encore plus fantastique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On suit un personnage principal exceptionnel pour l'univers dans lequel il est, et donc il est tellement exceptionnel ce personnage qu'il a des pouvoirs de dingue, et quand on attaque mon doigt, il est le seul capable de régler le problème. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais peur de ça parce que plus on avance dans l'histoire et plus Margot en découvre sur elle-même, sur ses capacités d'hybride. Elle est hybride de quoi? Vraiment, elle en apprend beaucoup sur son enfance, sa naissance, plein de choses. Et j'avais peur de ce truc de bah, ça va être facile pour elle. Et en fait, pas tant. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Et on a aussi ce côté plan machiavélique, c'est-à-dire que le grand méchant de l'histoire a un plan. En fait, on parle d'aide surnaturelle et cette personne-là en question est immortelle. Donc il a des centaines et des centaines d'années. Et vraiment, ça fait des centaines et des centaines d'années qu'il a préparé son plan. Donc genre, il a tout prévu, il a tout organisé. Avec machiavélisme, hein, sinon ça marche pas. Enfin, sinon c'est pas drôle. Et donc en fait, Margot se retrouve en mode comment je fais pour déjouer ce plan alors qu'il a pensé à tout, qu'il a tout envisagé depuis des centaines d'années. Comment moi je fais pour trouver une faille? Vous voyez? Elle est vraiment littéralement face à ça à partir du tome 2. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, à plusieurs reprises, elle va croire qu'elle a trouvé le... Et en fait, non. Il avait prévu le coup, il avait prévu le coup, il avait prévu le coup. Et t'es en mode, mais on va jamais s'en sortir, il a tout prévu. Donc en fait, le côté super puissant du personnage principal, parce qu'elle est parce qu'elle est hybride et parce que personne n'est comme elle et parce que personne n'a ses pouvoirs, le côté vraiment invincible de Margot est contrebalancé par ce plan machiavélique organisé par le grand méchant. Et effectivement, elle est peut-être la seule à pouvoir déjouer ses plans, mais elle va en chier quand même. Vous voyez? Du coup, ça équilibre un peu et je trouve ça... J'ai trouvé ça très cool, franchement j'ai adoré ce tome 3. J'ai l'impression de vous avoir bassiné avec les tomes 1 et 2, mais vraiment, lisez cette saga, ça vaut le coup. Et l'autrice est française, hein. J'ai vérifié et j'ai trouvé l'autrice est bien française et je trouve encore plus important de soutenir les auteurs et les autrices françaises. Voilà. Vous l'aurez compris, je vais m'arrêter là pour cette update parce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire et parce que la vidéo est bien assez longue, il me semble. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.